Mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission Un café avec votre député. Et aujourd'hui, c'est café glacé. Il fait chaud. Merci François. On est bien en studio aujourd'hui, par contre, là, mais petit café glacé. Pour parler de différents enjeux importants pour la circonscription ici. Encore une fois, on va revenir un peu sur les dernières semaines. Entre autres, on s'est vu, ça fait pas si longtemps. Gala Élite. Tu as apprécié l'expérience? J'ai été ce privilège-là d'être aux premières loges pour apprécier l'animation. C'était haut en couleur, là. Ça, on a vu un dompteur de lion, on a vu des chiens faire des performances de dressage, des performances d'hommes forts. Ça a été vraiment un gala, en tout cas, haut en couleur. Il y a aussi des performances de cirque qui ont été vraiment... En tout cas, le Théâtre des Esquerres est une salle polyvalente qui, ma foi, a très bien rempli la mission d'un objectif, d'un spectacle un peu tournant. Mais vraiment, non, chapeau pour l'animation. François, tu as été à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir envers toi, mais en même temps, aussi, c'est un gala. Puis moi, je sais, c'est le fun de découvrir les gens. Parce que je connais pas toutes les entreprises qui ont été nommées, mais aussi de voir nos coups de cœur, qui sont aussi des coups de cœur qui se retrouvent là pour des bonnes raisons. Tu sais, je pense à Boréalais sur l'aspect développement durable et de tous les détails qu'ils ont pensé dans leur planification de plan d'affaires, ben c'est là-dessus qu'ils sont récompensés dans une fois comme là. Fait que ce gala élite-là vaut quelque chose qui est touchant pour les gens. Et tout au long de la soirée, il y a eu ces belles émotions qu'on a pu vivre avec les gens. En tout cas, c'est vraiment un événement que j'apprécie, qui faisait pas tellement longtemps le dernier. Donc là, aux 6 mois, 8 mois, là, c'est une belle fréquence, je pense, pour tenir des... Non, je taquine parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière ça. Mais non, encore une fois, chapeau à vous et toute l'équipe qui est derrière ça de la Chambre de commerce. Là. On sentait que les gens avaient le goût de se voir, de se revoir. C'était la première journée, plus de masque. Sans masque, effectivement. Mais il y avait vraiment une belle énergie dans le Théâtre des Esquerres. Puis, en tout cas, il y a eu peu de moments où pas de moments dans lesquels on se dit, non, puis moi, il fallait que je parte. Je suis parti au Saguenay-Lac-Saint-Jean le lendemain, même la nuit même. En fait, je devais être au Saguenay-Lac-Saint-Jean le lendemain, donc j'ai roulé de nuit. Et finalement, je suis parti à minuit. Parce que, Colin, je me suis pas ennuyé, puis j'ai à un moment donné fini l'heure, puis de retrouver les gens, effectivement, jaser, puis d'avoir des choses à dire à tout le monde, parce que c'est un moment festif, joyeux. En tout cas, chapeau à toute l'équipe de la Chambre de commerce, l'équipe technique, tout ça. Ça a travaillé fort en coulisses. Là. On va les saluer, tous ceux qui étaient en coulisses. Ça travaillait fort. Et les pépins techniques, ça s'est débrouillé quand même assez bien avec ça. Mais vous avez cette capacité de pouvoir les créer, les pépins techniques aussi, ce qui vous appartient aussi, parce que ça fait partie de ta zone de confort que de vouloir avoir des surprises. Et ça rend la chose effectivement agréable comme spectateur. Et là, tu l'as dit, tu t'en allais au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour parler de main-d'œuvre. Grande rencontre de ce côté-là. Oui, mes collègues, les députés Mario Simard et Alexis Brunel-Duceppe ont organisé une grande rencontre sur la pénurie de la main-d'œuvre et souhaitaient que je puisse y être comme panéliste, notamment sur le volet agriculture, mais en même temps de pouvoir avoir une discussion, piste de solution. Puis évidemment, la réalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas très différente de la nôtre. Donc, je n'étais pas très dépaysé, mais c'est de voir comment cet enjeu-là, qui était peut-être, qu'on a le sentiment depuis 10-15 ans, qui était propre à l'Abitibi-Témiscamingue, est rendu un enjeu qui est partout au Québec, partout au Canada. Donc, de pouvoir en jaser là, d'avoir des solutions typiques à une réalité régionale est intéressant, mais des enjeux aussi sur lesquels il faut apporter des réponses. Qu'est-ce qu'on fait des travailleurs expérimentés? Pourquoi qu'on n'est pas capable de faire en sorte que par la fiscalité, de la réglementation au niveau des fonds de pension ou autre, le supplément de revenu garanti, qu'il n'y ait pas de pénalité, quelqu'un peut travailler 1, 2, 3 journées par semaine? Comment qu'on valorise des professions? Comment qu'on est capable d'avoir des programmes d'immigration facilitants. Moi, je pense notamment, puis c'est une des batailles que je fais, d'abolir les études d'impact du marché du travail. Ça, c'est notamment une discussion que j'ai eue avec les gens du Tim Hortons ici. Il y a un délai de traitement moyen là, de 48 jours. Fait que c'est ouvrable. Donc, c'est 3 mois, finalement, que les gens perdent juste pour que le Canada dise, effectivement, il n'y a pas de bon Canadien qui veut prendre cette job-là. Donc, on est obligé de se tourner vers l'international. En ce moment, là, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps qui a un coût pour nos entrepreneurs. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Fait qu'en ce moment, moi, je suis en comité de l'industrie, donc où je siège comme porte-parole, et c'est un sujet que j'ai amené.
pénurie de la main-d'œuvre, productivité de nos PME, et on amène des pistes de solutions, dénoncer les situations. Ce que je nomme avec les EIMT, ça a été fait. J'annonce peut-être un scoop, mais Vincent Rousson-Doucat s'en vient aussi bientôt sur la question des étudiants étrangers, qui fait partie de nos solutions à la pénurie de la main-d'œuvre. La question des travailleurs expérimentés va en faire partie. La question des jeunes, comment on peut attirer pour des meilleurs services en région notamment. C'est plusieurs pistes de solutions que je souhaite qu'ils soient nommées en comité sur lequel on travaille, puis c'est la bonne place pour être entendu aussi par des gens qui sont décisionnels. Et donc, ça fait partie des choses que je brasse à Ottawa ces temps-ci. J'ai eu la chance de poser des questions aussi là-dessus. Comment ça se fait qu'on a des semaines et des mois d'attente par rapport à des travailleurs étrangers? Ça prend, on sait, 7 à 10 mois avant une résidence permanente du côté de l'Ontario. Ça prend presque 3 ans du côté du Québec pour les mêmes demandes. Et ça, le fédéral se défile de ça. Ça, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Je me permets de donner un exemple. Je vous ai mentionné que je vais accueillir une famille ukrainienne. En date d'aujourd'hui, ils ne sont toujours pas arrivés, ces gens-là. Ils ont fait leur demande, ils ont été acceptés. Eux savent depuis maintenant plus de 3 semaines qu'ils sont acceptés, qu'ils ont leur visa. Leurs enfants, parce qu'on a fait des vérifications au bureau, sont acceptés depuis le 11 avril. Vous voulez comprendre comment ça ne marche pas à Ottawa présentement? C'en est un des exemples. Ils n'ont pas reçu la communication comme quoi les enfants sont acceptés. Donc, ils ne peuvent pas partir sans leurs enfants, puis leurs enfants, comme ils n'ont pas le résultat. Fait que c'est comme quelqu'un parfait et accepté. Super. Mais après ça, ça prend quelqu'un qui plie la feuille, la met dans une enveloppe, puis l'envoie. C'est ce service-là qui ne fonctionne pas. Mais c'est comme ça pour la PCU, des gens qui ont été fraudés par la PCU, qui se font demander de rembourser, qui ont remboursé, mais qui n'ont pas de trace du remboursement. Et que 2 ans après, on va leur dire non, vous n'aurez pas votre retour d'impôt parce que vous ne nous avez pas remboursé. Il n'y a pas de preuve. Oui, mais Colin, le fardeau de la preuve est encore sa victime. C'est comme ça dans tous les secteurs. Les passeports, si vous voulez voyager cet été, vous n'avez pas fait la démarche, je vous conseille. C'est compliqué chez Service Canada. Je vous conseille le Témiscamingue. Ce sera peut-être une meilleure destination que l'international. Parce que c'est ça, ça avance pas là, en ce moment, les dossiers. Là. C'est sur tous les niveaux. C'est comme si la pénurie de la main-d'œuvre, si on veut vous faire une boucle, frappait aussi au niveau des services canadiens. Mais c'est tout un système, peut-être informatique, peut-être de conception des services qui est à revoir, mais de trouver des réponses qui vont servir un citoyen. Et ce qui nous amène aussi à dire, est-ce qu'on peut avoir des services en personne en région? Parce que là, le service informatique ne fonctionne pas. Le système de la poste des papiers a ses limites, ça, on le voit bien. Avoir une ligne téléphonique est complètement chaotique, impossible. J'ai tellement de témoignages de gens qui perdent 3, 4, 5 heures, qui se tannent, qui raccrochent, puis qui ont à refaire le processus à chaque fois. Donc, on a la chance d'avoir dans chaque MRC des bureaux de Service Canada. Ces bureaux-là doivent servir davantage. Il faut régionaliser un peu ce service-là au lieu de l'offrir aux... Parce qu'il y a des ressources, des gens formés pour offrir des services en français aux gens, parce que les services en français prennent toujours plus de temps. Là. Il y a moins de gens qui servent. Donc, on a des gens ici, là, à Amos, au bout de la rue. Ça fait pas la file la dans le bureau de Service Canada en ce moment. Ça, je ne sais pas comment que ça se passe à l'interne, mais s'ils étaient formés pour répondre à tous les types de demandes qu'on peut avoir ici, parce qu'ils le sont, Colin, allons-y, servons-nous-en davantage. Mais leurs services sont centralisés, puis leur vocation, c'est de dire, les informations qu'on ne peut pas donner, appelez. Sauf que là, ça ne fonctionne plus. Avant de faire une pause, on va parler d'un dossier qui revient assez régulièrement. On dirait qu'on parle toujours de desserte aérienne. Air Canada, encore des changements en Abitibi-Témiscamingue. On a réduit le nombre de départs. Et ça a des conséquences. On le voit, là. La clientèle d'affaires est très insatisfaite et même les gens. Donc, ils offrent un départ par jour, donc un de Montréal ou un de Rouyn-Noranda, et en milieu de journée. Donc, ça fait que quelqu'un qui veut commencer sa journée chez eux, prend le vol, passe sa journée d'affaires à Montréal, puis après ça, revient le soir, n'est plus possible. Déjà que c'était compliqué, puis qu'il n'y avait aucune garantie, etc., là, c'est même plus pensable. Donc, de façon réaliste, c'est 3 jours que tu mobilises. Ta journée de départ, que tu perds de ta nuit à Montréal, tu fais ta journée, et après ça, tu es obligé de recoucher là, parce que ton départ est trop tard, pour repartir le lendemain en fin d'avant-midi. Et ça, c'est si l'avion part. On prend pour acquis que peut-être que là, comme on n'est plus en fin de ligne, puis qu'on est de jour plutôt que de soir ou de nuit, ou de matin très très tôt, c'est peut-être plus facilitant. Mais effectivement. Puis à ça, moi, je demeure toujours dans la même optique. Air Canada ne nous a jamais bien suivis. Quand il y a de la concurrence, ils font du dumping sur les prix. On est peut-être à un stade dans lequel, Air Canada, si vous ne voulez pas nous servir, enlevez-vous.
enlevez-vous et permettez à des compagnies, peut-être régionales comme Propère, comme Air Québec, qui veulent offrir le service, mais qui ont peut-être moins les reins solides qu'une ancienne société d'État et qui est supportée largement par le gouvernement fédéral. On l'a vu dans le contexte de la pandémie et autres. Bien, laissez donc de la place à d'autres joueurs qui, eux, vont offrir un service décent, en français notamment dans les vols. Ça, c'est un autre enjeu d'Air Canada, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir un besoin, répondre à leurs besoins en termes de déplacement depuis la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors voilà, je pense que je serais prêt à mettre peut-être un une 2 petite qu'on va en solution. reparler de ce dossier-là, parce que ça évolue. Air Québec, entre autres, a annoncé qu'il allait avoir du service 2 fois par jour. En tout cas, on verra comment ça évolue dans les prochains mois, mais je mettrai un 2 qu'on va en reparler. Parce que si c'était pas rentable, Air Canada n'aurait pas... tu sais, ils ont abandonné à peu près toutes les lignes régionales, là. Mais ils ont gardé celle de Rouyn-Noranda. Donc, c'est forcément quelque chose qui est rentable, mais il faut faire en sorte que, justement, ça puisse être possible. Puis si on n'a plus le goût de nous servir, bien, allez-y. Mais il y a toute la question des transitions, transfert vers l'international, ça amène d'autres problématiques. Voilà. On fait une courte pause, on revient dans quelques instants. Alors, on est de retour avec notre petit café glacé avec notre député. On va parler d'une annonce qui a été faite aujourd'hui, présentation aux médias, entre autres. Donc, il va y avoir une étude, sur les infrastructures agroalimentaires. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Bien, merci François de pouvoir justement en parler. On a fait un répertoire des infrastructures régionales qu'on a au niveau de l'agroalimentaire et de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Ce qu'on souhaitait dans un premier temps, cartographier qu'est-ce qu'on a. Mais poser la question aux gens sur c'est quoi les services qu'ils utilisent en Abitibi-Témiscamingue et où on a des limites d'accession, où on est moins bon finalement. Et donc, on a fait un sondage auprès de 151 entreprises. Ça peut être des fermes qui ont des valeurs ajoutées. C'est pas nécessairement une ferme traditionnelle, mais aussi tous les secteurs d'activité qui peuvent toucher. Ça peut être des services financiers, ça peut être donc tout ce qui gravite autour de l'agroalimentaire. Et dans ce contexte-là, on sait que ce sont des entreprises qui peuvent couvrir très large dans le secteur. Ce qu'on veut savoir, c'est l'utilisation des services, l'appréciation de ces services-là et aussi qu'est-ce qui nous manque. Donc, un des constats qu'on en fait de l'étude, on a plusieurs fiches sur chaque élément qui sont... Moi, une des choses qui m'a surpris ou que j'ai appris, parce que tu sais, j'ai travaillé à l'Union des producteurs agricoles, tout l'enjeu de l'abattage, par exemple, je savais que c'est une problématique importante, la transformation, mais on avait fait une première étude là-dessus. Puis cette première étude-là m'a amené à voir c'est quoi les limites puis de vouloir avoir un portrait global de notre agriculture en région. Pourquoi? Pour être capable d'identifier où on est moins bon, où on a à travailler, où les programmes du gouvernement ne répondent pas. Une de mes surprises, toute la question du conditionnement. C'est quoi le conditionnement? C'est toutes les étapes qui amènent à la transformation, que ce soit juste l'utilisation de frigidaire, le fait d'enlever le désherbage pour enlever des mauvaises herbes ou autres. Tout ça en Abitibi-Témiscamingue, le fait d'avoir une difficulté d'avoir des services, là, on parle d'une utilisation de services de 6 là, okay. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de déclassage de nos produits. Et ce déclassage-là fait en sorte qu'on perd de la qualité, on le vend moins cher, il y a une perte nette pour nos producteurs. Donc déjà qu'évoluer en région éloignée est un défi. Déjà que nos coûts de transport sont énormes. Déjà que d'avoir accès à des intrants, donc toute la question des semences et autres est un défi. Bien, en plus, quand il y a la question de préparer nos aliments, bon, le lavage des légumes, comme je dis, filtrer à mauvaises herbes, etc., tout ça, sécher le foin, là. Des éléments de base, on a de la misère à offrir ces services-là. Le séchage du foin, ça se fait en Ontario. Comment ça qu'on n'a pas de séchoir? Donc, soit que ça amène les entreprises à investir des sommes très importantes pour l'avoir sur place eux-mêmes, ou donc de se tourner vers soit à l'extérieur ou autre, puis ça a un impact sur la qualité de leurs produits. Une des solutions dans des projets en cours, notamment la gare intermodale, qui est un des projets par la ville d'Amos, qui est un des projets que moi je trouve les plus porteurs dans la région actuellement, peut amener des pistes de solutions à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment de l'entreposage qui fait partie de ce projet-là.
Et c'est un besoin. Et plus tu as de l'entreposage, bien forcément, ça fait que tu peux acheter en plus grande quantité. Et si tu achètes en plus grande quantité, tu as accès à une économie d'échelle. Et tout ça, ce sont des éléments qui ont un impact. On parle de baisse de revenus pour les producteurs et de perte de marché, notamment par notre difficulté d'avoir des éléments de conditionnement. Je continue? Je continue, parfait. La première transformation, l'abattage, on s'entend. Ça, c'est particulier parce qu'on est capable, dans les programmes actuels, de pouvoir financer du transport. Souvent de 8-10 heures, etc. Mais on ne finance pas un abattoir en ce moment. C'est très difficile de financer un service comme celui-là, deuxième, troisième transformation. Donc moi, ça me questionne énormément sur la disponibilité des fonds gouvernementaux. Et c'est des éléments qui ressortent. L'emballage de produits pourrait en faire. Mais quand on parle, exemple, de la deuxième transformation, donc si moi je veux consommer local, la deuxième transformation, c'est notamment toute la question des mets préparés. On peut penser à Pizza Carignan, par exemple. C'en est un exemple. Mais également, tu sais, Maurras Poutine, qui vont avoir utilisé du fromage de la vache à Mayotte, des patates de l'Unique au Témiscamingue. C'en est un exemple de transformation qui se fait sur le prêt-à-manger vers les individus. Bien, ça, on a énormément de défis là-dessus en Abitibi-Témiscamingue. Quand on parle de l'accès à des matières premières qu'on fait pousser chez nous ou notre viande, par exemple. Donc, comment on est capable d'avoir des infrastructures ou en tout cas de soutenir des gens qui ont le goût de donner accès à nos ressources de chez nous. Je vais le dire comme ça, des points de chute. Est-ce que c'est dans les villes, les villages qu'il y a ces points de chute-là? Ça prend des lieux de distribution et c'est un défi important qui va limiter le développement de nos circuits courts en Abitibi-Témiscamingue. L'agro-tourisme peut en être affecté particulièrement. Donc, et en milieu rural, c'est un défi. Les restaurants, les cafés, pâtisseries, boucheries, comment qu'on fait pour pouvoir s'alimenter et répondre aux problématiques? À La Sarre, il y a le centre de formation qui a une cuisine qui est certifiée MAPAC. Donc ça, c'est le genre d'infrastructure qu'on connaît peut-être mal, mais qui peut être utile pour si des gens veulent faire une transformation et autres. Mais ça n'en prend plus des éléments comme ça et qui répondraient à des besoins. Évidemment, toute la question de la vente, c'est pas tous les marchés, les producteurs qui ont le temps, le goût, le désir d'être dans chaque marché public. Et si on veut assurer une rentabilité, bien, il faut en faire plusieurs en Abitibi-Témiscamingue. Et donc, c'est beaucoup de temps, ressources humaines, c'est peut-être d'engager des employés pour être capable d'être présent. Il faut apporter des solutions pérennes à ça. Parce que c'est à temps plein pratiquement à l'été, il y en a tous les jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, tu sais. Est-ce qu'il pourrait y avoir l'idée d'un marché collectif permanent? Comment qu'on peut assurer peut-être parfois une mise en marché collective de ça? C'est pas tout le monde qui a le goût de le faire. On s'entend comme consommateur, on aime ça pouvoir jaser avec le producteur puis pouvoir nous dire « Hey, voici, ça a été fait dans ma terre, comment j'utilise, toute la notion de bio qui est là-dedans. » Mais on est là. Un autre volet qui pour moi est important, toute la question des services conseils techniques et financiers. En Abitibi-Témiscamingue, on se rend compte que d'avoir accès à une ressource n'est pas toujours facile. On n'a pas exemple de gens de la financière agricole du Canada. Ça, c'est soit à Blainville, soit en Ontario. On est couvert par là. On a, donc, c'est pas des gens qui ont nécessairement une connaissance de la réalité régionale. Une connaissance, donc, il peut y avoir une hausse de charges administratives dans ce contexte-là. C'est tout déjà que l'agriculture est difficile, qu'on est en région nordique, qu'on a un climat particulier, qu'on est un sol argileux par rapport au reste du Québec. Mais les services, les gens qui nous donnent des conseils, les programmes gouvernementaux sont faits en fonction de la vallée du Saint-Laurent, mais qui n'est pas la même réalité que nous. Déjà qu'on a deux réalités en région. La réalité de l'Abitibi, la réalité du Témiscamingue qui n'est pas la même. En plus. Donc, comment qu'on est capable d'apporter des solutions à ça? Tu sais, depuis 50 ans, sinon plus, les décisions gouvernementales là, se prennent en fonction de réalités qui ne sont pas les nôtres. Fait que si on a des manques, puis c'est tous ces manques-là qu'on a identifiés, bien, c'est notamment parce qu'on va être aussi bon que nos gouvernements nous permettent d'être bons, là. Si on manque d'entreprises qui offrent des services d'intrants, bien, c'est peut-être qu'il faut des programmes qui vont favoriser la présence d'entreprises d'intrants en Abitibi-Témiscamingue. Donc ça, c'est un besoin. La question des coûts de transport, je le nommais au niveau de la transformation. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de programme gouvernemental qui permet d'absorber l'ensemble des risques de la construction d'une deuxième, une troisième transformation. La question d'un abattoir est un défi encore dans le financement en région. T'sais. Donc, ce sont des éléments comme ça que je voulais m'assurer qu'ils soient nommés, mettre la table. En même temps, moi, c'est quelque chose que je ressens sur le terrain quand je jase avec les gens, que j'ai vécu en travaillant à l'UPA, mais que j'avais le goût d'avoir un peu plus clair sur papier. Donc, on a comme ça une série de fiches sur chacun des éléments qui concernent la production de l'agriculture jusqu'à la question de la mise en marché. Tu en parlais, le dossier de l'abattage, c'est un dossier qui remonte
à plusieurs années. Moi, je me souviens, je suis devenu journaliste en 2012, on en parlait déjà. On en parle encore en 2022, et là, avec la réalité de 2022 où la main-d'œuvre est difficile, donc le transport aussi devient difficile au niveau de la main-d'œuvre du transport. Les coûts de transport qui explosent en ce moment avec le prix de l'essence et tout ça, c'est d'autant plus présent là, ici en Abitibi-Témiscamingue. Et tu sais, pénurie de la main-d'œuvre, une des solutions qu'on entend souvent, l'automatisation, la robotisation, particulièrement dans le milieu de l'agriculture. OK, c'est bon, ça peut aider, effectivement, tu as moins besoin d'employés, parce que la machine, le robot va pouvoir le faire. Cependant, ça prend des gens qui sont formés à pouvoir s'adapter au robot. Et donc, ça prend des formations spéciales. Il faut être capable de pouvoir l'offrir ça. Mais aussi des programmes adaptés en région pour la transformation, la robotisation, à un niveau qui n'est pas la très grande entreprise. La très grande entreprise a les reins assez solides pour le faire, mais les producteurs doivent avoir de l'aide. Dans les éléments aussi qui ressortent, qui est une de nos forces en région quand même, on a des institutions d'enseignement. L'UQAT a eu une annonce la semaine passée pour des nouvelles, la filière biologique, l'agroforesterie vont pouvoir, c'est un 12 millions là, pour pouvoir poursuivre leur recherche en ce sens-là, puis d'aller un peu plus loin. Le Cégep offre un AEC sur les cultures maraîchères, c'est quelque chose qui est apprécié, le Centre Hermofette au Témiscamingue, avec les productions animales, les productions horticoles. C'est des éléments qui font quand même partie de nos forces, puis dans le contexte, c'est quelque chose que je trouve important de nommer pour valoriser aussi les professions en agroalimentaire, parce que c'est tellement essentiel. Si on parle de souveraineté alimentaire, si on parle de l'importance de manger local, de consommer une nourriture de qualité, tendre vers le bio, on est peut-être la dernière place dans le monde qui a des terres bio en abondance. Parce qu'il n'y a jamais eu de pesticides dessus, parce qu'ils n'ont pas été exploités. Bien, Colin, on peut-tu s'assurer d'avoir la propriété de nos terres? Tout ça, c'est des questions qui est intéressantes de soulever et que l'étude nous permettait de mettre de l'avant. Voilà, je pense que ça fait le tour de cette étude-là. Non, parce que j'amènerai des pistes de solutions. J'ai un petit bloc pistes de solutions après la pause. On va faire une courte pause, puis on y revient. C'est plein de trucs, comme dirait ma grand-mère. Alors, on en parlait avant la pause. Cette étude-là, il y a des pistes de solutions qui ont été abordées. Parle-nous un peu. Bien, pour moi, ça passe par l'implantation d'un carrefour alimentaire. Et là, donc, chacun de ces services-là, qui ont un impact sur la rentabilité de notre agriculture en Abitibi-Témiscamingue, il faut être capable d'avoir un lieu ou des lieux qui vont permettre de répondre à ces questions-là. Et donc, un carrefour alimentaire qui va porter cette vision-là d'offrir des services. Effectivement que ça peut être service conseil financier, mais d'avoir de l'ensachage, par exemple, des ressources qui sont mises collectivement. Et ça m'apparaît être quelque chose de fondamental pour être capable de répondre. Un agriculteur se préoccupe à sa journée, son agriculture, et si c'est le défi de la mise en marché, on a des gens qui vont réfléchir à ça. Mais ça prend des infrastructures. Il y a différents modèles qui existent. Prescott Russell est en train de développer, donc proche de la frontière en Ontario, un service en Ontario, proche de la frontière, là, dans le coin un peu plus au sud, ce type de service-là. Clé en main pour les agriculteurs. Et il faut tendre vers une vision qui va nous permettre d'avoir ça. Et ça veut dire aussi des lieux de discussion. Recréer peut-être une table alimentaire, c'est quelque chose qui nous manque en région. Bioalimentaire, c'est-à-dire donc d'avoir des lieux dans lesquels les gens se parlent. C'est quoi l'état de la concertation en agriculture? Parce que les besoins, on les connaît, on en entend, on vient de les approfondir. Maintenant, il faut arriver avec des infrastructures, avec ce qui fait la différence pour les gens. Et pour ça, moi, c'est important, chaque gouvernement doit être capable d'apporter des réponses à ça. On s'en va en élection provinciale, pourquoi pas inviter chaque candidat à pouvoir amener des pistes de solutions par rapport à ces enjeux de l'agriculture-là. Le climat du Québec, le climat de l'Abitibi-Témiscamingue est appelé à changer au cours des 50 prochaines années. C'est des études d'agri-climat. On dit peut-être que l'Abitibi-Témiscamingue va avoir dans un scénario réaliste. Il peut avoir un scénario négatif, pessimiste ou positif, optimiste. 50 ans, on aurait le climat de la Montérégie ou du nord-est des États-Unis. Donc, ça fait en sorte que les problématiques vont changer. Est-ce que l'année passée, les fraises au Témiscamingue, quand c'était après la floraison, ont gelé? Ça a scrappé la production. Le contexte des changements climatiques, le contexte de l'inflation, le contexte de la pandémie, tout ça nous amène à voir est-ce qu'il faut réfléchir autrement notre agriculture. Mais donc, d'avoir dans un même lieu
mais un lieu, comme je dis, qui peut être aussi décentralisé dans son offre de services. Un marché public permanent, des services de transformation, des services idéalement même de restauration dans lequel on va pouvoir consommer des produits locaux, qui va faire partie, qui va être ancré dans l'habitude des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, je pense que ça répondrait à un besoin. Oui, c'est un investissement de départ, mais on n'est pas qu'une région qui est minière, on n'est pas qu'une région qui est forestière, on est aussi une région qui est agricole. On le sait en Abitibi, on le sait en Abitibi-Ouest, on le sait au Témiscamingue, mais c'est vrai aussi à Rouyn-Noranda puis dans la Vallée de l'Or. Il y a un potentiel qui est tellement à développer encore plus. Il est illimité, le potentiel de l'Abitibi-Témiscamingue, et il faut être capable de répondre par nos infrastructures, mais aussi par la concertation. Et c'est ça vers quoi je nous invite collectivement à poser des pistes d'action très directes. Et un des messages, c'est justement de dire à nos gouvernements, les programmes ne sont pas adaptés pour qu'on puisse développer notre région parce qu'on est différent dans nos sols, dans notre climat, dans notre réalité, et on a du rattrapage. Tu sais, quand il y avait des programmes de drainage au Québec pour les terres, nous, on est en train d'enlever les souches des arbres dans nos champs. Puis après ça, on se fait dire, bien voyons, vous étiez où quand ces programmes-là existaient? Bien, justement, on n'était pas là. Pourquoi vous ne les rendez pas disponibles? Pourquoi on est obligé de faire du mur à mur qui ne s'adapte pas à notre région? On va payer pour du kilométrage pour que les gens aident à aller faire abattre des animaux jusqu'en Montérégie, mais on ne permet pas de payer pour être sûr d'avoir un service chez nous. Il faut changer de mentalité, mais il faut avoir des résultats. Puis ça passe par une vision globale et inclusive de notre agriculture auquel je pense chaque citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue peut s'inscrire. Parfait. En attendant, parce que ça ne se fait pas en une journée, on va s'entendre, ce qu'on peut faire, la saison des marchés publics arrive à nos pas, là, tout à fait. Juste à côté. Donc, on invite les gens à consommer local aussi. Absolument. Absolument. À Amos, je pense que c'est le samedi, si ma mémoire est bonne. Le jeudi. Jeudi, excuse-moi. Le jeudi, tu as bien raison. Le jeudi, donc, d'inviter les gens à pouvoir consommer local, effectivement. Moi, j'ai eu des belles découvertes. La robiole l'année passée, ça a été ma découverte. Une espèce de radis patate qui goûte, ma foi, comme le ciel et qui fait partie des découvertes de marché public. Donc oui, on nous invite à consommer local. Rapidement, en fin d'émission, parce que je vois le temps qui s'effrite, on va parler du projet C18. Rapidement, on en est où? Là-dessus, c'est le projet, donc, comment on assure le financement des médias, notamment les médias régionaux. J'ai eu la chance d'être le premier au Bloc québécois à parler de cet enjeu-là suite au dépôt du projet de loi. Donc, la première réplique, et pour moi, c'est important de faire parler les médias régionaux, de leur donner une tribune et de s'assurer que si on va chercher de l'argent dans les GAFAM, que ça serve aussi à des gens qui n'ont pas nécessairement le même rapport de force que la presse, que les autres gros joueurs au niveau médiatique. Et donc, comment on valorise dans un esprit démocratique le travail qui est fait. Puis l'exemple de Médiaté est un exemple qui, pour moi, est absolument fantastique. Comment on pourrait être au courant des nouvelles locales, comment on peut assurer le développement d'un territoire sans avoir un média qui est terrain comme les Médiatés. Donc, de donner la parole à ça. C'est ce que j'ai pu faire il y a 2 semaines pour pouvoir nommer ces réalités-là, et c'est de s'assurer que le projet de loi va avoir des réponses. Donc oui, c'était le souhait du gouvernement. Donc, à partir de là, il faut être capable de faire adopter ce projet de loi le plus rapidement possible parce qu'on sait chaque station en région a de la misère à faire du recrutement de journalistes, ont de la misère à pérenniser leurs initiatives et souvent les programmes entrent en compétition entre les uns et que finalement, pour avoir accès à un financement, ça fait en sorte que c'est difficile d'avoir une autonomie pour nos publicités, pour pouvoir se développer, pour pouvoir croître. Donc, tout ça doit changer, mais on doit être capable de donner de l'espace, de l'oxygène à nos médias locaux pour pouvoir faire en sorte qu'on garde une nouvelle régionale. On a cette chance-là en Abitibi-Témiscamingue d'avoir des médias qui couvrent la région puis qui couvrent aussi des territoires, mais c'est fragile. Et ça, s'il y a un appel qui a été donné, moi, c'était une des premières choses que je souhaitais prendre la parole quand j'ai été élu il y a 3 ans. Ce projet de loi-là, c'est un projet de loi qui était dans une liste de 3 projets de loi, là. Oui, effectivement. Le premier est important, c'est celui de la télédiffusion. Comment on encadre la production de contenu canadien et québécois, forcément. Comment on va faire compétition au Netflix de ce monde, s'assurer qu'il y ait des productions locales qui reflètent notre culture québécoise, française. Donc, celui-là est important. Le deuxième, c'est celui sur l'encadrement des GAFAM et le financement des médias locaux régionaux, pour moi, qui est le volet important. Puis, il va y avoir un troisième sur la protection des données et tout ça, qui demeure super important dans la question du numérique. On aura la chance de s'en reparler. On attendait ce projet de loi au printemps. Ça va peut-être être davantage à l'automne. Voilà, c'est ce qui conclut pour le temps qu'on avait aujourd'hui.
Là-dessus, je te souhaite un bon mois. On se Merci. retrouvera probablement en juin pour la dernière de la saison. Ça serait agréable.